Oui, on est en train d'entrer dans le Gers, dont la préfecture est bien entendu Auch, avec deux sous-préfectures, Condom et Mirande. Alors on a écouté l'enfant du pays, l'enfant de Castelnau-Magnoac, Antoine Dupont. Et alors lui, il joue demi de mêlée. Et Thomas Beauclerc, lui, il joue aujourd'hui à l'arrière. Numéro 15. Bonjour Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette étape qui va être décisive pour le classement général. Je rigole, mais pas tant que ça. Parce qu'avec le vent qu'il y a, attention, petit air plein. Attention, hein, Thierry, hein. On roule sur un côté. Côté gauche, les motos sur le Tour de France. Côté gauche, les voitures. Côté droit. C'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, tout ça pour vous dire qu'il y a du vent, hein, quand même très prononcé. Et donc, pourquoi pas quelques cassures. J'imagine pas des bordures, des gros mouvements collectifs, mais un phénomène naturel de cassure avec la fatigue de certains coureurs qui peuvent occasionner, pourquoi pas sur le final, justement des cassures, mais pas pour les tout premiers du général qui vont être très vigilants pour les 10 premiers. Bref, l'enjeu de cette étape, c'est un sprint. Et si là, le message, il n'était pas clair des équipes de sprinters, enfin, je veux dire par là, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Chaque formation qui dispose d'une tête d'affiche au sprint, à part peut-être la Bike Exchange Jayco qui n'a mis personne, mais pour l'instant, voilà. Il y a 3 équipes qui roulent et ne pensez pas que c'est des touristes parce que, comme vous l'avez dit, Laurent, à la prise d'antenne, c'était 70 km/h. Et là, c'est maintenant au-dessus de 60. Donc, à cette vitesse-là, ouais, ça va pas traîner. Bon, la physionomie a changé, hein, Thomas. Chance, bon courage pour ceux qui veulent partir pendant deux. Ah, ça a attaqué? Oui. Ça a attaqué avec des bons rouleurs en plus à l'avant. Alors, Quinn Simon, je on suis a mis... trop petit, je vois rien. on a mis quoi? Mikel Honoré, Mohoric, Nils Politt. Ouf, que des hommes de Taco troisième Van der Horn. semaine. Ouais, des hommes de la dernière semaine en plus. Et des machines à rouler à l'avant. Ouais. Politt, Honoré, Mohoric, Van der Horn, Simons. Attention, hein, c'est un beaucoup Ouais, là qui est en train de partir. L'élément perturbateur dans ce groupe de 6 coureurs, c'est Honoré. Hein. Honoré, Est-ce qu'il va rouler? non, il va un peu casser les pieds devant parce que lui, évidemment, il a Jacobsen dans le peloton. Il n'a pas intérêt à faire progresser cette échappée. Ils sont 5 devant et Honoré va donc les embêter. Mais effectivement, ce 5 solides coureurs habitués des longs raids et habitués des échappées qui vont au bout aussi. Donc c'est pas le filtre. Le filtre là, il est un peu bouché. Hein. Ils ont loupé un peu le filtrage là, les équipes de sprinters. Et on voit tout de suite Guillaume Van Kersbulk, le coureur de la formation Alpecin de Koninck, à l'avant du peloton. Parce que chez Alpecin de Koninck, on a un homme rapide qui a gagné sur ce tour. C'est Jasper Philipsen, évidemment, vainqueur à Carcassonne. Ah, pour l'instant, Honoré, lui, passe ses relais. Ouais, puis on ne sait pas trop, mais on sait évidemment qu'ils vont rouler aujourd'hui pour Jacobsen. Mais Jacobsen, il a vécu quand même 2 belles journées de galère, hein, que ce soit hier ou avant-hier. Est-ce qu'il aura récupéré pour être en pleine possession de ses moyens aujourd'hui avec un sprint qui sera en faux plat montant? Ah, peut-être qu'on se dit, voilà, en tout cas notre équipe elle n'aura pas à rouler si on place quelqu'un en avant. On essaye de se préserver pour le final. Une belle échappée de baroudeur qui est en train de se dessiner. Ouais. Avec l'inévitable Quinn Simons, un Américain, le Benjamin du Tour, encore à l'attaque une nouvelle fois. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, tiens, celui-là. Il a crevé l'écran hein, sur ce Tour de France, Quinn Simons. Et il termine avec de la fraîcheur, enfin de la fraîcheur. Ah oui, parce qu'il faut y aller. Assez bien. Il faut y aller, il faut avoir le courage. La force. Pour la force, surtout pour se dégager à l'avant. Et il essaie tous les jours. Voilà, c'est un coureur qui n'a pas eu de complexe sur ce Tour de France, malgré son jeune âge. Il n'a pas hésité de l'aborder du bon pied, il n'a pas hésité à partir à l'avant. Et voici une belle retenue d'eau créée en 1976, essentiellement à des fins d'irrigation. Il faut irriguer toutes les belles cultures que nous allons croiser en route, vous allez voir ça. Et ce lac de la Starac est devenu petit à petit un repère, j'allais dire un lieu de rendez-vous pour les oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs qui en ont fait une zone d'hivernage. Ils se sont adaptés les oiseaux. Il y a notamment ici tout un ensemble de hérons de plusieurs espèces, des hérons qui se sont installés dans une des queues de ce lac. On trouve aussi toutes sortes d'autres animaux. On a peu parlé de faune finalement pendant ce Tour de France et c'est un petit regret. Alors je voudrais saluer par exemple le crapaud calamite. Eh oui. C'est un copain à vous, Franck? Oui, ça donne une relation lointaine. On va en voir des tournesols aujourd'hui sur la route. Et ceux-ci ont plutôt fière allure. Oui. Les tournesols chers à Van Gogh. Alors là, nous sommes
en face de tournesols du sud-ouest, mais ne sont pas essentiellement différents de ceux qu'on trouve dans le sud-est. Alors ça discute à l'avant du peloton. On voit Philippe Gilbert qui parle avec Jack Bauer. Bien remis de sa chute hier apparemment. Le coureur de Bike Exchange. Alors, on accorde les violons, là, on se met d'accord sur le crédit qu'on peut accorder à ce groupe compte tenu de la valeur des hommes qui le composent. Il ne sera pas énorme ce crédit. Parce qu'encore une fois, c'est 5 belles bêtes à rouler et le parcours de cette étape, il n'est pas des plus difficiles aujourd'hui. Thomas nous l'a expliqué, le vent est de 3/4 dans le dos, donc ça va pousser les coureurs. Encore, on va rouler très vite. Ça va faire monter la moyenne générale très certainement du maillot jaune, qui est déjà supérieur à 41 km/h à 700. Je pense qu'on est dans la moyenne record, Alexandre. Oui, oui, bien sûr. On est au-dessus pour l'instant. On est au-dessus, Laurent, et la fin du tour est favorable au maillot jaune, enfin à tous les coureurs, mais au maillot jaune pour passer peut-être la barrière des 42 km/h à Paris. C'est possible. Et il faudrait pour cela faire une grosse étape aujourd'hui à une allure très rapide. Et on est parti pour ça, avec un vent de 3/4 dans le dos, une échappée de costaud et un peloton qui va arriver au sprint. Et notamment lui, Mats Pedersen, avec une arrivée parfaite pour Mats Pedersen. L'arrivée, elle est en faux plat montant. C'est du 2,5% pour arriver sur la ligne. Et attention, parce que la traversée du Cahors, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a quelques virages un peu délicats à négocier. Ça va frotter. Mats Pedersen, vainqueur à Saint-Étienne, bien sûr, sur ce Tour de France. Je vous parlais tout à l'heure de la molasse des Pyrénées. Vous voyez que nous sommes ici sur un terrain argileux avec forcément beaucoup de tuiles, des toits relativement plats, qui signifie qu'il ne pleut pas autant que dans d'autres régions. Nous avons vu des toits nettement plus pentus. Voilà, on s'est donc mis d'accord et en tête du peloton cette fois les formations des sprinteurs que sont l'Alpecin de Koenig, l'Auto Soudal ou le Bike Exchange est en train de mettre des hommes à l'avant et de collaborer, de rouler derrière les 5 échappés. Ah, au vu de la fatigue au sein du peloton, il ne faut pas leur laisser beaucoup de champ, ces hommes de tête. Oui, les échappés ont souffert, ces 5 hommes-là, pas tous, mais beaucoup ont souffert en montagne. Quinn Simmons c'était peut-être l'un des plus fringants. Mais les coéquipiers qui doivent aujourd'hui contrôler l'étape, ils n'ont pas été à la fête non plus dans la traversée des Pyrénées. Et rouler derrière une échappée, bien sûr, quand on est un peu juste au niveau des forces, c'est pas un cadeau. Donc on préfère s'y prendre de bonne heure et pas laisser beaucoup d'avance aux échappés. Philippe Gilbert en deuxième position dans la roue de Guillaume Van Kersbulk. On va retourner voir Nicolas à l'avant. Alors on s'interrogeait sur l'attitude de Mickaël Honoré de l'équipe Quick Step Alpha Vinyl. Nicolas, est-ce que Mickaël Honoré collabore dans ce groupe de tête? Oui, effectivement, Mickaël Honoré, on pouvait se poser la question et en effet, là, parce qu'on est juste devant ce groupe, quand on se retourne, je l'ai vu rouler il y a quelques instants et je crois que c'est lui, encore une fois, qui prend le relais. Donc en effet, on pourra se poser des questions au niveau de la tactique. Peut-être qu'aussi du côté de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, c'est une façon après de ne pas assumer la poursuite. En tout cas, c'est bien le Danois de l'équipe Quick-Step qui est en train de rouler ici. On est sur des routes, en fait, c'est très simple depuis le départ, c'est absolument tout droit, pas un virage. Et on aperçoit le peloton au loin, même si ce groupe est en train de prendre de l'avance. Et vous l'avez dit, pas besoin de les présenter, ce sont vraiment 5 garçons qui roulent très très fort. Alors que là c'est Nils Politt qui emmène et derrière on est bien à l'abri. Et un mot encore une fois pour reparler du vent, ce vent qui vient de la gauche, 3/4 d'eau, qui est assez fort au moment où on parle, assez peut-être pas violent mais de plus en plus fort. Et ce groupe en tout cas là ça tourne très très bien au niveau des relais, peut-être 45 secondes chacun. Et pour l'instant on s'entend très bien dans ce groupe de 5 échappés. Un campus à Masseube, c'est un établissement privé qui accueille un demi-millier d'élèves de nombreuses nationalités différentes. Ça doit être les vacances là, c'est vacances.
Pas grand monde a priori effectivement dans le campus en ce moment. Bah, cette saison, évidemment. On peut espérer que les élèves ne sont pas en retenue jusqu'au milieu fin du mois de juillet. Alors Nicolas parlait des routes, des longues lignes droites. Nicolas, vous n'aurez pas beaucoup de virages avant Auch, hein. C'est tout droit, ça monte direction plein nord. Et à Auch, il y aura le sprint intermédiaire, on l'a dit, au kilomètre 38 exactement. Le sprint intermédiaire. Et un Wout van Aert qui ne peut plus être rejoint au classement par points. Il reste 160 points à distribuer pour le classement du maillot vert. Donc Van Aert est certain de le ramener à Paris. Allez, Van Aert, pour être précis, il a 232 points d'avance sur Pogacar qui est deuxième au classement du maillot vert. C'est pas sprinter en plus Pogacar. Aujourd'hui, il ne va pas y aller faire les sprints à l'arrivée. Ni même le sprint intermédiaire à Auch d'ailleurs. Voilà le rappel du classement du maillot vert qui depuis longtemps est acquis pour Wout van Aert. Il lui faut bien sûr terminer le tour, arriver à Paris. Alors 451 points, c'est un total qui va gonfler, hein, c'est sûr. Parce que entre l'arrivée d'aujourd'hui à Cahors, le contre-la-montre demain Rocamadour et l'arrivée sur les champs. Il peut gagner les trois. Oui. Potentiellement, il peut le faire. Voilà, un véritable Tour de France par les côtes et par les frontières, vous avez vu? Oui. Bah, tel qu'il était dessiné avant-guerre. Hein. Tout à fait au début du Tour de France, oui. Et même dans les années 50, le Tour de France épousait vraiment les contours de l'Hexagone. Alors Alex, vous nous parliez de Mats Pedersen. C'est vrai que c'est une belle arrivée pour lui aujourd'hui. On a placé Quinn Simon à l'avant. Mais il y a une raison, parce que Mats Pedersen est malade. Depuis hier soir, il aurait des problèmes gastriques. Ah, ça c'est une information importante. C'est la raison pour laquelle donc... on a placé le Benjamin du Tour, Quinn Simon à l'avant. Hugo Hofstetter, lui, il va bien, on l'espère, Hugo Hofstetter, parce qu'il a une belle carte à jouer hein, si il y a un sprint massif à Cahors. Les problèmes gastriques, il y en a beaucoup. Hein. La fatigue et puis la montagne. Hein. Beaucoup de coureurs ont eu du mal à la digérer. Regardez cette belle Bastide à angle droit avec son plan parfaitement orthonormé, bien organisé. Cette Bastide de Gascogne qui s'appelle Masseube avec son église Saint-Christophe. Ça nous donne une idée du type de ville neuve qu'on a construit dans toute cette région au XIIIe, XIVe, XVe siècle encore. Regardez les beaux parements à colombage dans les cours de certaines des maisons. C'est assez indiscret ces survols en hélicoptère et en même temps ça donne une idée assez précise de l'habitat. Et on peut voir ce qui se passe dans la cour des voisins. Hein. Oui, c'est formidable. Regardez la petite famille là qui salue les coureurs. Allez, DSM également, Emiliano Maroulé en tête du peloton pour Alberto Denese. Et l'écart déjà 1 minute. Bien sûr, pas de coureur de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Mikel Honoré à l'avant exonère l'ensemble de ses coéquipiers derrière qui ont quand même souffert. Hein. Ils ont souffert en montagne, ils ont attendu Jakobsen, ils sont arrivés aussi loin, attardés dans les délais, mais ils ont laissé des cartouches et aujourd'hui, très certainement qu'on a préféré mettre un homme dans l'échappée plutôt que de devoir collaborer en tête du peloton. Comme ça, on garde les troupes bien au chaud pour emmener comme il faut les derniers kilomètres pour Jakobsen. C'est toute l'équipe hein, qui a fait bloc autour de Jakobsen dans la traversée des Pyrénées. On l'a vu encore hier. Tous les Quick-Step Alpha Vinyl se sont relevés très tôt dans l'étape, dès le col d'Aubisque, pour escorter jusqu'à Hautacam Fabio Jakobsen. Et ça a marché. Je parlais de hérons tout à l'heure. Je crois bien que ce sont des hérons hein, que nous avons vu voler là. Il n'y a que dans la montée de Péragude hein, où on a dû le laisser un peu tout seul parce que les délais, il est passé avec quoi quelques secondes seulement d'avance. Ouais, ça c'est absolument magnifique, regardez, ça nous rappelle le temps où les terres que nous sommes en train de traverser étaient disputées militairement entre les couronnes de France et d'Angleterre. Cette église Saint-Céraz de Simor a été complètement fortifiée. Elle ressemblerait quasiment plus avec ses créneaux d'ailleurs à une forteresse qu'à une église. Elle est du premier tiers du XIVe siècle, hein, cette église assez magnifique avec sa tour octogonale au centre, vous avez vu sur la croisée du transept, et puis de ce donjon et ces tourelles, incroyable monument, magnifique, l'église Saint-Céraz de Simor.
Et nous sommes à Simor et on en profite pour saluer Vincent Hugues. C'est son village, Vincent Hugues, qui travaille dans le car régie aux côtés d'Anthony Forestier en tant qu'opérateur LSM. Bien voilà, bienvenue chez toi, Vincent. Mais nous ne dirons pas quelle est sa maison. De toute façon, ça y est, c'est fini. C'est trop tard. C'est trop tard. De belles routes bien rectilignes qui laissent entendre que nous sommes sur le tracé d'une ancienne voie romaine. Je ne l'ai pas vérifié, mais ça paraît probable. En tout cas, il faudrait vérifier ça. Le podium par équipe. Quelle équipe est montée sur le podium ce matin au départ de cette 19e étape? Eh bien, c'est évidemment la formation Jumbo-Visma qui a remporté l'étape d'hier. Cette 18e étape disputée entre Lourdes et Hautacam. La formation de Jumbo-Visma, on a vu qu'elle quasiment hier avec la victoire de Jonas Vingegaard, évidemment, le maillot jaune et puis l'incroyable troisième place de Wout van Aert, exactement. Mais pas de changement au classement général par équipe. Ineos est toujours en tête et largement. 32 minutes et 57 secondes devant Groupama FDJ. Bah, hier, c'est bien simple. Donc, Vingegaard a gagné, Wout van Aert termine 3e, alors que Sepp Kuss en a terminé à la 8e place. Et le classement, on le rappelle, s'effectue sur la base des 3 meilleurs coureurs de chaque équipe à l'arrivée de toutes les étapes du Tour de France. Donc, carton plein pour la Jumbo-Visma hier. À Cahors, il fait un soleil magnifique. On voit bien que dans le Gers, le soleil est un petit peu caché derrière les nuages. Le ciel est laiteux. Oui, même un peu gris, disons-le. Mais ça va s'arranger. La chaleur est présente, mais moins étouffante quand même que ces derniers jours. On pense bien sûr notamment à l'étape de Carcassonne dimanche, courue par plus de 40 degrés. L'écart se stabilise. 1 minute et 5 secondes, c'est l'avance des 5 hommes de tête. On le rappelle, Nils Politt, Mikel Honoré, Matej Mohoric, Taco van der Horn et Quinn Simmons ouvrent la route. Ça roule vite dans ce groupe. On a l'impression d'être un chrono par équipe presque. Ça roule vite et les églises là, elles s'enchaînent les unes derrière les autres. Ah oui, non, mais Ça traîne évidemment, pas, on a ici presque autant d'églises que de hameaux anciens. Des églises, des chapelles. Une abbatiale que nous allons découvrir dans quelques instants, vous allez voir ça, puisque nous allons survoler l'ancienne abbaye de Fagette. Le peloton poussé par un vent favorable aujourd'hui encore. 20 km ont été parcourus depuis le coup d'envoi de cette 19e étape du Tour de France à Castelnau-Magnoac. Qui aurait été la ville-étape la plus petite de ce Tour de France. 700 habitants. Alors ça, oui, Christian Prudhomme même le rappelait régulièrement, le Tour de France, c'est le tour des grandes villes, évidemment des villes moyennes, mais également des toutes petites communes. Il y a 2 ans, Saran, 300 habitants, avait accueilli l'arrivée d'étape du Tour de France. C'était très beau d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est parti donc de Castelnau-Magnoac, 789 habitants, le village d'Antoine Dupont. Benjamin Thomas, on le retrouvera peut-être à l'attaque dans le final, pourquoi pas, le Tarnet de la formation Cofidis. Et si vous voulez votre jeu de la combativité, eh bien c'est maintenant. Et si vous voulez gagner 30 000 € en faisant partie du dernier tirage au sort dimanche sur les Champs-Élysées, eh bien il faut répondre correctement à la question du jour. Quel Français a pris hier la 4e place du classement général à Nairo Quintana? Réponse 1, David Gaudu. Réponse 2, Romain Bardet.
Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou sinon vous appelez très vite le 34 35. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. On se quitte quelques instants et on revient en direct sur France 3 pour la suite de cette 19e étape du Tour. Vous suivez la 19e étape du Tour de France entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Cahors qui accueille le Tour pour la 3e fois dans l'histoire de la Grande Boucle. Il y a 5 hommes à l'avant. Une petite église Sainte-Catherine là qui n'est pas inintéressante, ne serait-ce que par son vocable, parce qu'autrefois c'était une église Saint-Jean. Sauf que les Gascons de la maison d'Armagnac qui avaient accompagné Jeanne dans son épopée l'ont rebaptisée Sainte-Catherine par référence et par hommage à celle des voix, celle des conseils de Jeanne. Vous savez que Jeanne d'Arc entendait les voix de Sainte-Catherine, de Sainte-Marguerite et de l'archange Saint-Michel. Nous sommes ici toujours en Astarac ou Estarac, et en l'occurrence sur l'ancienne châtellenie de Durban. Châtellenie à laquelle appartenait la belle maison forte que nous venons d'apercevoir. Et oui, nous sommes bien à Ornez, en effet. Ce sont des voitures françaises. Oui. Et du sang français, un don de sang, 3 vies sauvées. Avec cette belle goutte, vous avez vu, qui nous fait coucou. La composition du groupe de tête, Nils Politt, Koen Simmons, Matej Mohoric, Mikel Honoré, Taco van der Horn. Très belle échappée avec des garçons qui ont déjà gagné des étapes sur les grands tours. Évidemment, c'est le cas de Nils Politt, c'est le cas de Matej Mohoric ou encore de Taco van der Horn. Et l'avance qui stagne 1 minute 20 par rapport au peloton. On va retrouver, s'il nous écoute bien sûr, et je pense que c'est le cas, Nicolas G à l'avant. Nicolas, toujours pas de virage en vue, toujours cette longue ligne droite qui vous mène jusqu'à Auch. Exactement, Alex. Non, vous inquiétez pas, je ne fais que ça. Je suis un élève studieux et attentif. Je vous écoute avec beaucoup d'attention et de plaisir. Oui. On est toujours sur ces très très longues lignes droites à vous déprimer un petit peu. Ou alors, si vous êtes avec votre vélo de chrono, vous pouvez vous faire plaisir. Je pense à Laurent notamment. Il se ferait plaisir ici. Non, c'est toujours ces longues lignes droites rectilignes. Et ce groupe qui avance, tout à l'heure, on était entre 55 et 60 km/h. Là, au moment où je vous parle, on est plutôt à un tout petit peu au-dessus de 50 et ça roule très très fort, évidemment, avec aussi ce vent de 3 quarts d'eau. Et là c'est Quinn Simons qui est en train d'emmener ce groupe où ça collabore parfaitement, mais vous l'avez dit, pour l'instant l'écart qui n'augmente pas énormément. Alors peut-être aussi que ces routes ne sont pas idéales pour un groupe comme ça de 5 hommes, parce que ces longues lignes droites, c'est pas forcément idéal. Ça permet aussi au peloton de les apercevoir. Alors là, que Quinn Simons se retourne et passe son relais. En tout cas, ici, ce qu'on peut dire, c'est ça, c'est que ça collabore très très bien entre ces 5-là. On l'a dit, des machines à rouler, certes, mais pour l'instant, qui ne parviennent pas encore à creuser un écart irrémédiable, parce que derrière, ça contrôle. Il tourne bien gaillardement, ce petit moulin de Durban. Vous voyez, je vous parlais de la châtellenie de Durban. Et bien voilà, je suis quasiment exaucé. La toiture pivote complètement, vous voyez, elle pivote à 360 degrés en fonction de l'orientation du vent. Ce qui permet d'aller chercher le moindre courant d'air d'une certaine façon. Il faut que vous imaginiez qu'autrefois, évidemment, des moulins comme ceux-là, il en existait partout. C'était le seul moyen qu'on avait de moudre la farine. C'était absolument essentiel, c'était fondamental pour l'alimentation même des habitants. Puis voici ce château, enfin les ruines de ce château du XIe siècle, qui a dû en son temps être assez spectaculaire, car je peux vous dire que cette maison de Durban n'était pas rien. Il tourne gaillardement le moulin, 60 tours minutes. On dirait d'un coureur cycliste qui la met le gros à 63 minutes. Pas mal. Tiens, on a mis quelqu'un d'autre à l'avant avec Mathieu Burgodeau pour la formation Total Energy. On pense à Peter Sagan. Évidemment. Une belle arrivée pour lui aujourd'hui. Évidemment, Peter Sagan, qui a pris la 4e place à Carcassonne dimanche dernier. Et avec cet arrivant faux plat montant, eh bien, pourquoi pas.
Il est là, Peter Sagan. Et ces formations n'ont pas encore gagné d'étape. Il y en a beaucoup des équipes qui n'ont pas gagné d'étape. L'équipe Total Energy en fait partie. Et Sagan, c'est une belle chance pour aujourd'hui, évidemment. Ils sont pas passés loin avec Boisson-Hagen hein, sur l'étape des pavés. Ouais. Il avait la possibilité de tout faire. Le jaune, l'étape. Et au final, il avait pris la 4e place, il me semble. Mathieu Burgodeau à l'avant du peloton. On va écouter l'un de ses coéquipiers. Il s'agit d'Anthony Turgis. Anthony Turgis, qui n'est plus lanterne rouge du Tour de France. Anthony Turgis au micro de Céline Rousseau ce matin à Castelnau-Magnoac. Dernier à plusieurs reprises de ce classement, Anthony, vous avez su retrouver du courage, de l'énergie. Est-ce que ça va mieux en fin de dernière semaine? Oui, ça va mieux. Là. Je suis moins dérangé par ma jambe, justement, enfin tout le côté un peu gauche. Donc à partir de là, la mécanique a repris place, donc forcément c'est plus simple pour moi de pédaler. Puis j'ai pu récupérer de l'énergie justement, tout grâce à ça. Donc voilà, je peux revenir un peu sur l'avant, rejouer un peu au début de course. Je sens quand même que ça m'a pris beaucoup d'énergie, donc on verra pour aujourd'hui. Mais déjà, rien que le fait de moins subir cette douleur me fait du bien. Il y a encore des choses à jouer aujourd'hui? Pour notre équipe, oui. Donc après individuellement, on verra comment ça réagit en fonction du départ et aussi sur le sprint à la fin. Après, on a encore les champs, nous, avec Peter, qui est presque sûr d'arriver au sprint. C'est très rare que ça arrive par un petit comité à l'avant. Donc à partir de là, on a encore 2 occasions pour nous de briller. Merci beaucoup, Anthony Turgis. Bien. Anthony Turgis au micro de Céline Rousseau, donc la formation Total Energy qui a encore des ambitions sur ce tour. Et ces ambitions, elles reposent évidemment sur les larges épaules de Peter Sagan, qu'on espère voir ici dans le final à l'arrivée à Cahors. Pour beaucoup d'équipes et de coureurs, en fait, une fois qu'on a passé les massifs montagneux, on est à l'heure du bilan. Et pour d'autres, la concentration est de mise parce que voilà, ces 3 dernières journées, elles sont importantes, notamment celle d'aujourd'hui et la dernière. Quand on a un sprinter, quand on n'a pas encore gagné d'étape, on a la pression jusqu'au bout. Pas de relâchement, et ça doit être le cas pour Turgis et ses compagnons d'équipe. Il y a toujours la possibilité d'aller gagner une étape. Et donc il y a du boulot aujourd'hui pour eux, évidemment. La formation DSM également a mis quelqu'un roulé pour Alberto Denese. Ça ne vous aura pas échappé, Alexandra. On parle beaucoup du manque de victoires françaises sur le Tour. Il n'y a pas eu de victoire espagnole non plus. Il n'y a pas eu de victoire italienne. Oui, et ça commence à dater. Les Italiens n'ont plus gagné sur le Tour depuis Vincenzo Nibali à Val Thorens en 2019. C'était en fin de tour. Pas de Français, pas d'Italiens, pas d'Espagnols. Ça n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire du Tour. Et les nations historiques du cyclisme. Attention. Qui sont en souffrance. Il y a un petit Qu'est-ce qui problème. se passe, oui. Aux équipes de dire à leurs coureurs de ralentir. Alors la route est bloquée tout simplement, donc on va prendre le temps de dégager la voie publique. C'est la 3e fois depuis le départ de ce Tour de France. Et la course devrait pouvoir reprendre. En tout cas, les hommes de tête, eux, n'ont pas été inquiétés. Ils sont passés. Ils sont pâtés. On va retrouver Nicolas d'ailleurs. Où êtes-vous, Nicolas, avec le peloton ou avec les hommes de tête? Nous sommes juste derrière les hommes de tête, Alexandre. Et on demande aux coureurs, aux 5 coureurs de s'arrêter. Voilà le régulateur qui se met devant eux et qui leur demande pour l'instant de ralentir. En effet, vous avez raison, Alexandre, et je pense qu'ils vont s'arrêter d'ici. Voilà, ça y est, ils sont en train de s'arrêter. Voilà, le régulateur qui leur parle, les coureurs qui sont en train même de déchausser les pédales et qui s'arrêtent là. Ça y est, ils sont au milieu de la route. Ça y est, donc l'échappée arrêtée, Alexandre. Merci Nicolas, merci pour ces précisions. Peloton donc stoppé. On voit Thierry Gouvenou, là, le directeur de course, au milieu des coureurs. Oui, Cédric Coutouli, c'était le régulateur à l'avant. Il a déjà participé au Tour de France. Aujourd'hui, il s'occupe avec l'organisation de réguler la course en tête sur une moto. Donc on va prendre les écarts avant l'incident et ça va repartir une fois que tout sera en ordre. Thomas? C'est reparti. Oui, écoutez, c'est reparti. Juste, on a vu des fumigènes, des personnes au milieu de la route, comme c'est déjà arrivé.
depuis le départ et en ayant vu l'incident tout de suite, François Lemarchand a indiqué qu'il y avait à ce moment-là exactement 1 minute d'écart, 1 minute 20 pardon, au dernier pointage. Oui. Et c'est l'écart qui va être repris. Voilà, c'était 1 minute 20, ce qui a été précisé sur les ondes de Radio Tour pour avoir l'écart exact avec lequel le peloton doit repartir par rapport à l'échappée. 1 minute 20, donc l'écart a été figé, a été gelé et va être répercuté immédiatement au moment où les coureurs vont reprendre une vitesse normale. 1,20 d'avance pour les 5 hommes de tête. Alors l'arrêt n'a pas duré longtemps pour le peloton. Les coureurs sont restés arrêtés 1 minute et 30 secondes exactement. Alors qu'à l'avant de la course... On va bientôt les faire repartir. On a aperçu à l'arrière Yannick Talabardon qui leur a expliqué au peloton. C'est Christian Prudhomme en personne qui vient leur expliquer la situation. Ah, ça casse un petit peu le rythme évidemment, mais voilà, c'est un incident de course. Les coureurs ont compris. Ils prennent ça avec philosophie. Nico, comment ça se passe les gars hein? Oui, ils sont tranquilles, et ils sont arrêtés, ils discutent, ils en ont profité pour faire une pause pipi. Et ce qui va se passer, Laurent, Alex, Marion, c'est que le peloton va revenir là avec les 5 coureurs de tête. Et donc il va les rejoindre. Et ensuite, on va faire partir les 5 coureurs devant en respectant l'écart qu'il y avait, l'écart donné par Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire 1 minute. Et là, on voit Quinn Simons qui va à sa voiture directeur sportif pour prendre une barre, pour reprendre un bidon, discuter un peu de tactique. Voilà, comme vous l'avez dit, Matej Moric devant nous qui discute avec Taco van der Horn, donc pas de panique pour eux. Malheureusement, j'ai envie de dire, ils sont habitués parce que je crois que c'est la 3e fois sur ce Tour de France. C'est ça, exactement, Nicolas. Alors le peloton va rejoindre les 5 échappés et les 5 baroudeurs vont s'échapper une 2e fois, c'est ça, Laurent? Oui, ils vont les voir de près. Hein. Ils pourront contrôler, pour ceux qui n'avaient pas vu, quels sont les 5 qui composent l'échappée. Et ils vont pouvoir donc ensuite se relancer. Ah, ça va être compliqué de reprendre le rythme, ça roulait fort. Ça casse un peu la bonne dynamique qu'il y avait pour ces 5-là. Mais ils étaient dans une phase de course où ils s'entendaient bien. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas après le nouveau départ. Un circuit de motocross. Il n'y a pas beaucoup de motos là ce matin. C'est 1650 mètres de piste sur ce circuit d'Autrive. Alors on fait barrage au peloton, évidemment les régulateurs qui font barrage au peloton, le temps que les 5 hommes qui étaient à l'avant, qui ouvraient la route, reprennent leur élan. On va redonner le départ. Nous allons redonner le départ. Allez, le départ est imminent. Top, le départ est reparti. redonné. Départ arrêté et au sprint. Oui, il faut se relancer vite, évidemment. Et reprendre le rythme immédiatement. Départ de chrono par équipe. Parce que dans 5 km, il y a le sprint à intermédiaire. Auch. Oui, à Auch. D'ailleurs, on rendra hommage à Auch. À Nicolas Portal. À Nicolas Portal, oui, bien sûr. Matej Moric, double vainqueur d'étape sur le Tour l'an dernier, qui relance cette échappée avec Nils Politt, Quinn Simmons, Taco van der Horn, Mikel Honoré. Et dans moins d'1 minute, le peloton va à son tour reprendre sa progression. On est parti au sprint là pour les hommes de tête. On se dit peut-être qu'à l'arrière dans le peloton on va mettre quelques secondes à repartir tranquillement. Ça sera des secondes de grappiller. Des secondes bonus comme on dit. Ah oui, là c'est reparti à bloc avec Quinn Simmons, Taco van der Horn. Ah, ces 2-3 premiers kilomètres, ils sont pénibles parce qu'il faut se remettre dans le jus. Il faut
faut retrouver les sensations. Ils Les doivent jambes sont toxiner, un peu là. lourdes. Oui, oui, c'est ça, ça toxine. Voilà, on a cette sensation d'avoir des grosses cuisses là, à nouveau quand on refait monter le cardio. Et le peloton aussi va repartir au sprint. C'est parti avec la formation Bike Exchange, avec Guillaume Van Kersbulk, Jack Bauer. Les personnes qui sont sur le bord de la route et qui d'habitude ne voient les coureurs qu'une fraction de seconde ont eu le temps de les détailler là. Oui, c'est une situation qui profite à certains, c'est vrai. Et tant mieux pour le public. Thomas à l'arrière du peloton. Eh bien, écoutez, deuxième départ de la journée. Les coureurs détendus à l'arrière. À ce moment-là de la course, on a vu Fabio Jakobsen qui est retourné à sa voiture pour changer d'oreillette. On a vu Benjamin Thomas de la Cofidis, tout comme Christian Sbaragli, mais aussi Sylvain Didier des équipiers du Sprinter Philipsen. Les trois avec la même mission, aller chercher des bidons pour leurs coéquipiers. Les directeurs sportifs pour certains et les mécaniciens qui sont descendus aussi avec des bidons. Voilà, ambiance détendue, pas de stress, rien à signaler à ce moment-là. Ouais, plutôt des sourires d'ailleurs, beaucoup de détente. Et un vent, je vais attendre quand même pour voir si c'est pas les quelques drapeaux que j'ai vus avant qui me la font à l'envers, mais qui étaient justement dans le sens inverse par rapport au départ. Et si je me trompe pas, le vent est de face désormais. Me demandez pas comment ça se fait, puisqu'on n'a pas changé de route. Mais les derniers drapeaux que j'ai vus, il y avait bien vent de face. Il vaudrait mieux que vous ne vous trompiez pas trop, Thomas, parce que il y a dans un champ une grande fresque qui dit Veuclair président. Et il y a Marion en dessous avec un petit cœur. Mais c'est écrit en beaucoup plus petit. Hein. Non, merci évidemment à toutes les personnes qui jouent le jeu sur le bord de la route. Depuis un moment, oui, allez-y Thomas. On peut peut-être me trouver une reconversion inaccessible pour moi, mais je suis bien moi là sur ma moto. Caractère extrêmement rectiligne de cette grande route, et ça, ce que nous avons sous les yeux, c'est ce qu'il reste de l'ancienne abbaye Sainte-Marie. Alors au départ, il s'agissait d'un prieuré de la grande abbaye de Fontevraud qui s'est développé, qui a périclité à la Révolution, qui a été rétabli par des religieuses au 19e jusqu'à la loi de suppression des congrégations en 1903, et aujourd'hui ce sont depuis 1949 des moniales de l'ordre cistercien qui occupent cette abbaye cistercienne Sainte-Marie et qui la font vivre. Elles sont 6 aujourd'hui, dont une novice. Magnifique endroit. Bon, l'attitude du peloton montre quand même qu'on se méfie des hommes de tête. Hein. On est reparti également au sprint. On s'est dit on va pas leur laisser quelques minutes en plus, quelques secondes même. On va vite se remettre dans le bain. Ils ont perdu 10 secondes malgré tout. Voilà, à l'avant, on est reparti plus fort que le peloton. Évidemment, quand on fait le détail de la composition de l'échappée dans les oreillettes, tout le monde comprend vite que ça va rouler vite et longtemps. Bien sûr qu'on les a pris au sérieux. Et nous sommes déjà à Pavie, avec cette église Saint-Pierre, vous voyez, extrêmement sobre, son grand clocher-tour qui est en légère avancée sur le reste de l'édifice, comme vous pouvez le voir. À Pavie coule le Gers, qui prend sa source à Lannemezan et qui va se jeter dans la Garonne au niveau de l'Eyrac. La rivière qui a donné son nom à ce beau département du Gers.
Souffle fort ce vent aujourd'hui, comme l'a dit Thomas. Alors, ils ont parcouru une portion vent de face. Maintenant, on reprend sur la droite. On le voit avec un vent qui va être davantage de 3/4 dans le dos. Tant mieux pour les coureurs. Ce sera moins dur. Enfin, pour les échapper. Nicolas, ils ont viré un peu sur la droite, effectivement. Et me semble-t-il, le vent est favorable là pour entrer dans la ville de Auch. Ça va aller vite au sprint. Ah non, on a 1 km du sprint. En effet, ça a été le premier virage, j'ai l'impression, depuis le départ, à la faveur d'un rond-point, virage à droite. Et comme vous l'avez dit, ils ont désormais le vent favorable, 3/4 d'eau. Alors que, comme l'avait dit Thomas, je ne sais pas pour quelle raison, mais le vent avait tourné. Et donc ça roule toujours aussi fort hein, dans ce groupe-là, 54-55 km/h. Alors là, on est sur un petit faux plat descendant, mais ils sont partis à bloc, comme vous l'avez dit, départ de chrono par équipe ou de cyclocross. Et là, ils continuent toujours à rouler aussi fort. On va voir si derrière ça laisse un petit peu de temps, mais en tout cas, pour l'instant, gros travail de Quinn Simmons et de Nils Politt à la fin. Le Tour de France arrive à Auch et dans moins de 500 mètres, le sprint intermédiaire. C'est combien la prime, Jaja? 1 500 €, 1000 et 500 pour les 3 premiers. Pas de sprint, pas de prime. Et oui, tous les jours, il y a des sous. Il y a des sous pour mettre dans la cagnotte. Parce que, bien sûr, les cagnottes gonflent au fil des jours, ou pas d'ailleurs, hein, suivant qu'on soit performant ou pas. Et à la fin, cet argent-là, il est partagé. Alors Simmons, lui, il en profite. Il veut aller la faire, la Il la prime. veut, la prime, Quinn Simmons. Et c'est le Benjamin du Tour qui passe en tête à Auch. Voilà, et les copains lui diront, c'est bien, tu as bien travaillé. Merci. Bon, il y a eu sprint quand même, il y aura la Oui, prime. il y aura prime. Auch, capitale du rugby, bien entendu. Hein. C'est la ville de Jacques Fourou, notamment. Et oui, l'ancien demi-mêlée et entraîneur du 15 de France hein, dans les années 70-80, Jacques Fourou. Auch qui a accueilli 3 arrivées d'étape du Tour. 3 années de suite d'ailleurs, en 75, 76, 77. En 75, c'était un contre-la-montre gagné par Eddy Merckx. En 76, de nouveau un contre-la-montre gagné par Ferdinand Braque, le Belge. Et en 1977, c'était une étape en ligne gagnée par Pierre-Raymond Villemian, le Girondin. Sur un plan plus historique, n'oublions pas que la cité occitane était la capitale des comtes d'Armagnac. Les Armagnacs ont tenu la dragée haute à un certain nombre de seigneurs locaux et étrangers. Et finalement, ils ont fini par s'incliner à la fin du XVe siècle devant le roi de France, bien entendu. Auch a été très active, notamment au XVIIIe siècle, hein, sous le règne de Louis XV. C'est une cité particulièrement prospère, d'où la beauté des édifices qui ont été déposés ici par les siècles. Allez, Philipsen va aller prendre des points, histoire de passer devant Pogacar. Il a 23 points de retard sur Tadej Pogacar. Philipsen, c'est un sprinter. Et être derrière un garçon qui joue le général, c'est embêtant. Classement de maillot vert, voilà. Il prend les points. Et Van Aert, bien sûr, en prend quelques-uns. Ouais, ils se connaissent bien, les deux hommes, hein. Philipsen et Van Aert. Ça se chambre un peu. Et Philipsen pourra se dire, j'ai battu Wout Van Aert sur un sprint intermédiaire du Tour de France, quand même. Hein. Oui, il a battu à l'arrivée aussi, hein, Carcassonne. C'est vrai. Est-ce qu'il a marqué psychologiquement son adversaire, là, Laurent, selon vous? Pas du tout. Il en faut davantage, je pense, pour saper le moral du champion Wout Van Aert. On est bien d'accord. Guillaume Van Kersbulk à la manœuvre. 1 minute et 30 secondes d'avance toujours pour les hommes de tête. On voit également souvent Philippe Gilbert en tête de peloton. Philippe Gilbert qui travaille pour Caleb Ewan. Et Philippe Gilbert qui a d'ores et déjà donné rendez-vous à tous ses supporters au mois d'octobre au Coberg à Valkenburg pour fêter la fin de sa carrière. Et puis la traversée de la ville de Auch, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à Nicolas Portal, décédé il y a 2 ans, l'ancien directeur sportif de Sky, d'Ineos Grenadier, qui nous a quittés donc de manière brutale à l'âge de 40 ans. Et nous tenions évidemment à rendre hommage à Nicolas Portal. Nous pensons bien sûr à son épouse, à ses 2 filles. Et d'ailleurs, il y aura une cyclo, hein, je crois, Laurent, au mois d'août. Je vais vous donner les informations concernant cette cyclo qui porte le nom de Nicolas Portal et qui est organisé en hommage, bien sûr, à l'enfant du pays. Ouais, il avait remporté une étape du Critérium du Dauphiné dans sa carrière de coureur et de nombreux Tours de France, comme l'avait dit Alexandre, avec Wiggins, Froome, Geraint Thomas.
une figure du cyclisme mondial, Nicolas Portal. Il en a gagné des Tours de France avec évidemment Bradley Wiggins et surtout avec Christopher Froome, avec Geraint Thomas également en 2018. Alors nous avons vu tout à l'heure, vous avez vu ce stade Jacques Fouroux justement dédié au rugby avec sa belle pelouse et ses grands poteaux, avec aussi les noms d'un certain nombre d'enfants du pays qui sont autant de gloire du ballon ovale. Voilà l'hommage à Nicolas Portal. Et le voici, oui. Avec ce magnifique portrait de celui qu'on appelait Nico, affectueusement et chaleureusement dans le peloton. Et tous les coureurs ont pu se souvenir de lui au passage de ce rond-point en entrée de Hoche. Alors la rando dont je vous parlais, il s'agit des 2 jours gascons organisés en l'honneur et en hommage à Nicolas Portal. Les 15 et 16 octobre, il y aura une rando VTT le 15 octobre et le lendemain, le 16, une rando route. Et si vous avez l'occasion d'y participer, n'hésitez pas, donc les 15 et 16 octobre prochains ici à Auch. Regardez cette belle cathédrale d'époque classique, hein, je vous disais tout à l'heure, une des plus vastes cathédrales de France puisqu'elle fait plus de 100 mètres de long et ce que vous voyez là, ce sont quelques-unes des verrières. Alors évidemment, voir des verrières de l'extérieur, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de rendre hommage au talent de celui qui les a créées, ces vitraux magnifiques. C'était Arnaud de Maule, on était au tout début du XVIe siècle, hein, les vitraux en question ont été créés sous le règne du roi Louis XII. Magnifique plan, ça c'est très beau de voir ce grand plan, on appelle ça en croix latine, vous avez vu avec ce transept très avancé vers le milieu de l'édifice et puis une très belle élévation de la nef bien sûr. Il y a ici 113 stalles que vous avez sous les yeux qui sont sculptés à la manière véritablement d'une dentelle. C'est les stalles de la cathédrale d'Auch font partie des trésors à l'échelle nationale, vraiment. Elle mérite à elle seule le voyage, bien sûr. Et puis ces verrières dont vous apercevez quelques-unes là, magnifiques verrières du XVIe siècle. La cathédrale Sainte-Marie d'Auch, construite entre le XVe et le XVIIe siècle, on pourrait même dire XVIIIe siècle, qui lui a laissé beaucoup de traces, comme vous pouvez le voir. Et puis ce qui est là, c'est une exceptionnelle collection d'art colombien. C'est la deuxième la plus importante de France. Vous imaginez, ça n'est pas une bagatelle. C'est le célèbre musée des Amériques, installé dans ce bel hôtel particulier du XVIIIe siècle. On y trouve toutes sortes d'objets, mais il y a également de l'art égyptien, etc. Et puis de l'art sacré latino-américain. Une très belle collection. Si vous allez à Auch, rendez visite au pôle national du cirque, le Circa Auch, dont le festival a été créé en 1988. Dès qu'il y a du cirque quelque part, moi, généralement, je ne suis pas très loin. Bon, l'écart était monté jusqu'à 1 minute 30. On redescend un petit peu. On a perdu 5 secondes. Pour l'instant, le peloton contrôle. C'est pas pour autant qu'on ne roule pas vite. Alors que la première difficulté de la journée arrivera en deuxième partie de course, à 50 km de l'arrivée. Et lorsque les coureurs escaladeront la cité médiévale de Lozerte. Ouais, c'est pas très compliqué, hein. C'est un joli village. La Franck va se régaler à Lozerte. C'est magnifique. Très beau. Vous étiez logé là-bas peut-être? Non, mais nous l'avons traversé tout à l'heure et c'est vrai que c'était tout simplement magnifique. Un aérodrome, ça manquait Franck. Aéroport, nous dit-on, enfin c'est un petit peu entre les deux, on va dire. Avec quand même 69 hectares de superficie pour cet aéroport qui date de 1936. Vous voyez d'ailleurs le grand hangar tout à fait dans l'esprit de ce qu'on pouvait faire à l'époque.
Oh, il y a la place pour faire une belle arrivée là. Oui, oui, mais tout le sud-ouest a été voué à l'aéronautique de tout temps, n'oubliez pas. Je ne suis pas persuadé qu'une arrivée soit passionnante ici sur un plan tout à fait sportif, mais je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Et voici le peloton qui va réapparaître à l'image, regardez ça, ces grands plans séquences absolument magnifiques. Nous sommes dans l'hélicoptère de Manu Benitou et c'est Éric Vessière qui est à la caméra. Et Florent Dabadi, lui, vous permet de découvrir tous les jours les à côté insolites, étonnants de ce Tour de France 2022. On le retrouvera ce soir dans Vélo Club, mais vous pouvez le retrouver tous les jours sur France.tv. Notre ami Florent Dabadi qui se fera une joie de vous faire découvrir donc ce parcours du Tour avec son sens de la poésie et de la mise en scène évidemment. Et puis ses connaissances parfois très insolites. Il vient de m'envoyer, pour tout vous dire, un texto là, notre ami Florent, pour me dire que le crapaud calamite dont je vous parlais tout à l'heure, à la période des amours, envoie un cri terrible, que ça résonne jusqu'à 2 km à la ronde. Ah quand même. L'écart se stabilise sous l'impulsion de Philippe Gilbert et de Guillaume Van Kersbuck, les deux Belges qui travaillent pour leur sprinter. 19e étape aujourd'hui entre Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées et la ville de Cahors, arrivée dans l'Olotte pour la 3e fois. Cahors qui accueille le Tour de France. La route est longue encore jusqu'à Cahors, 139 km. Et 5 courageux, 5 solides aussi, qui ouvrent la route avec Mikel Honoré, un Danois. Le Danemark qui s'illustre évidemment depuis le départ de Copenhague. 4 victoires d'étape pour les Danois et le maillot jaune évidemment sur les épaules de Jonas Vingegaard depuis le col du Granon, depuis l'arrivée au col du Granon. Ça fait plus de 10 jours maintenant qu'il est en tête du Tour de France. Jonas Vingegaard. Et on n'oublie pas Magnus Cort Nielsen non plus côté danois. Il nous a régalé. Oui. Qui a dû abandonner malade. Alors Mikel Honoré dans cette échappée. Il y a Quinn Simmons également. Lui, c'est Taco van der Horn, le néerlandais, l'un des garçons les plus vaillants du peloton. Redoutable finisseur également, van der Horn. Deuxième de l'étape d'Arambert. Battu d'un demi-boyau par Simon Clark. Avec Simon Clark, on se souvient, c'est une image forte de ce tour quand même, ce sprint là au bout de ce qu'il leur restait, c'est-à-dire pas grand-chose, plus de force ni l'un ni l'autre, ils étaient tous cuits. Ils ont fait 500 mètres de sprint. Jeter le vélo sur la ligne et ils ont dû attendre de savoir qui était le premier. C'est l'une des seules étapes où la Jumbo-Visma a été un peu menée à mal. Dans les changements de vélo, où Roglic est tombé, où Vingegaard a crevé quelques kilomètres plus loin, a pris un vélo beaucoup trop grand pour lui. Et Van Aert également avait eu des soucis. Van Aert a bien réglé la situation. Grâce à lui, Pogačar avait pris que quelques secondes sur le peloton Vingegaard. Bien jolie gentilhommière du XVIIIe siècle qui se part du titre de château de la Testère avec son avant-corps à fronton. Vous voyez ces petites tourelles d'angle. Tourelles d'angle visiblement ajoutées par la suite. Et un joli perron à péristyle, en tout cas une grande marquise. Donc tout ça a beaucoup d'allure. Nous sommes ici au pays de D'Artagnan, qui s'appelle Charles de Batz de Castelmaur. Ça, c'est le vrai D'Artagnan, dont s'est inspiré, bien sûr, Alexandre Dumas par la suite. Le vrai D'Artagnan, Charles de Batz, était né à Lupiac en 1613. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est un château que n'auraient sûrement pas désavoué les cadets de Gascogne. Très beau château de Lavardins, qui a été le fief des comtes d'Armagnac au XIIe siècle.
Il a été complètement reconstruit au XVIIe par Antoine de Roquelaure. Et Antoine de Roquelaure, c'était un des compagnons d'armes d'Henri IV, vous savez. Il a fait reconstruire ce très beau château par amour pour celle qu'il avait choisie et qui était Suzanne de Bassabat. À côté, la petite église Saint-Michel que vous venez d'apercevoir. Je parlais d'Artagnan, ça tombe bien, regardez cette chevauchée héroïque, tout à fait dans l'esprit des cadets de Gascogne. Et de jolies animations sur la route, hein, c'est ce que nous voyons en venant. On peut dire que les populations ont fait beaucoup d'efforts pour orner le bord des routes, pour décorer les villages. C'est très beau tout ça. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, bretteurs et menteurs sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne. Parlant blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que les filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne, ils vont coiffés d'un vieux vigogne dont la plume cache les trous, œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Monsieur Edmond Rostand, bien entendu, un extrait de Cyrano. Visiblement, ça vous embouche un coin, Rostand. On ne sait pas trop comment rebondir. C'était du tellement haut niveau. On n'ose plus parler. Ah oui. J'ai failli vous dire 51 km/h 800 de moyenne, mais voilà. Ça n'a rien à faire là. Qu'est-ce que ça donnerait oui. En alexandrin, ça peut être pas mal. Alors, commenter la course en alexandrin, Franck, on peut essayer. J'ai peur qu'on ne tienne pas le rythme, mais on peut essayer. Et l'écart s'est réduit. 55 secondes. Et nous sommes justement à Casteljaloux, là. Encore une étape courue à une heure extraordinaire. 51 km/h 800 sur la première heure. On aperçoit la formation Groupama FDJ, remontée bien aux avant-postes de David Gaudu. La formation du maillot jaune également très bien placée. On parle depuis tout à l'heure du vent. Évidemment, on a envie de prendre aucun risque. Ça revient vite, même presque un peu trop vite. Les hommes de tête sont bien à Casteljaloux. Et nous, on va retrouver Thomas Voeckler, qu'on n'a pas trop entendu depuis le départ de l'étape. Mais il est bien présent avec nous. Et Thomas a encore plein de conseils à nous donner, à vous donner pour un partage de la route harmonieux, serein, entre cyclistes et automobilistes. La route se partage, Thomas. Harmonieux, serein, respectueux, on pourrait en trouver des qualificatifs tant il y a à faire sur cette cohabitation entre cyclistes et automobilistes, mais qui peut se faire sans problème si tout le monde y met un petit peu de bonne volonté. Un peu moins rigolo aujourd'hui mon texte, parce que je vais vous parler des sanctions que les cyclistes encourent, hein, parce que quand on parle de la route se partage, on rappelle souvent qu'il n'y a pas que les automobilistes qui ont des obligations, les coureurs également. Donc, les cyclistes qui ne respectent pas les règles, hein, il y a des sanctions qui sont prévues par le code de la route. Si vous commettez une infraction qui est un fait interdit par la loi et puni d'une sanction pénale, vous risquez une amende. La bonne nouvelle, c'est que vous ne risquez pas de retrait de points sur votre permis de conduire. Mais attention, en cas d'infraction grave, le juge peut suspendre votre permis de conduire, comme par exemple en cas de conduite en état d'ivresse ou de mise en danger de la vie d'autrui.
Voici quelques autres infractions et le montant que vous aurez à régler si vous êtes arrêté. L'absence de freinage sur le vélo, d'éclairage ou de catadioptre et d'avertisseur, c'est 11 €, ça va encore. L'absence de gilet la nuit, ne pas emprunter des pistes cyclables obligatoires, on l'a vu l'autre jour, certaines sont obligatoires. Laurent, c'était quoi obligatoire? Panneau rond. Oui, c'est ça. Voilà, et optionnel, panneau carré. Voilà, j'espère qu'on n'a pas dit de bêtises, hein, parce que je l'ai fait de mémoire, moi j'espère. Je vais remonter dans mes SMS sinon pour vérifier. Bon, alors si jamais, apparemment c'est ça. Si jamais vous empruntez pas cette piste cyclable alors qu'elle est obligatoire, ou alors ne pas laisser un bus quitter son arrêt, rouler à plus de 2 de front, c'est 35 € et pas 11. Alors là, on arrive sur quelque chose qu'il ne faut pas faire du tout. L'utilisation de son téléphone ou de porter des écouteurs, ne pas s'arrêter au stop ou au feu rouge, refuser une priorité, circuler à vélo sur un trottoir. Sur un trottoir, on pousse le vélo et on ne roule pas dessus. Là, ça passe à 135. Donc pour éviter toutes ces amendes, hein, forcément, il suffit de respecter les règles. Merci Thomas Voilà. pour ce rappel, ce barème de sanctions pour les cyclistes qui ne Est-ce que je peux respectent ajouter pas. quelque chose? Oui, bien sûr Thomas, vous avez carte blanche. Le slogan hein, de l'opération La route se partage. J'ai dit que je le rabâcherai, je vais continuer jusqu'aux Champs-Élysées. Lorsqu'on double, qu'un automobiliste double un cycliste, et là on parle de règles, quand bien même un cycliste, ça peut arriver, ne respecte pas les règles, il ne faut jamais oublier qu'un cycliste, ça peut être votre enfant, un ami, quelqu'un de votre famille, et il n'a pas de carrosserie, il est vulnérable, même s'il est dans l'infraction. Malgré tout, lorsqu'on dépasse, c'est 1 mètre, il faut laisser 1 mètre en agglomération et 1,50 m hors agglomération. C'est vraiment important, s'il vous plaît, messieurs, dames au volant, s'il vous plaît, respectez cette marge de sécurité, c'est le minimum. Merci. Et merci Thomas de porter ce message, ces messages avec vos tripes, avec votre cœur, avec votre verve, c'est très important et on est heureux de vous accompagner évidemment dans cette campagne à l'occasion de ce Tour de France. Un joli rose de l'église Saint-Caprais de Montestruc sur Gers. Vous voyez qu'il n'y a que le clocher, enfin ce qui reste du clocher qui soit ancien. J'aime beaucoup cette mairie comme ça, avec son horloge, elle est incroyable. 13 années 50. On est à Montestruc sur Gers, c'est ça Franck? Ah oui, tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, vous l'avez précisé? Oui. Pardon. Oui, tout à l'heure j'ai annoncé 51 km/h, 800 pour la première heure, c'est bien le bon chiffre. Ici nous avons la moyenne qui concerne les 10 premiers kilomètres, on a une incrustation qui nous indiquait 48 km/h de moyenne. Alors on rappelle juste que le peloton et les échappés ont été arrêtés quelques minutes et que si le chronomètre a été arrêté à ce moment-là et qu'on calcule la moyenne par rapport au chrono réel, on est bien à 51 km/h. 800 de moyenne depuis le départ de cette étape. La photo de Quinn Simmons n'a pas été actualisée visiblement, il a toujours sa barbe là sur la photo. Et ils n'ont pas eu le temps de le rattraper pour refaire une photo. Ouais. C'était avant le départ, il était barbu avant le départ, Quinn Simmons. Mais au deuxième jour de repos, on annonçait, c'est vrai, des températures caniculaires, il a eu un petit coup de chaud certainement. Il faut savoir que les coureurs font ce genre de photos le jour de la présentation des équipes. Donc ça a été fait au Danemark. Et plus que 30 secondes d'avance.
Et le peloton qui est en ligne de mire, toujours sur ses longues lignes droites, les 5 hommes de tête. Alors c'est sûr qu'ils ne prennent pas de risque concernant les 5 hommes devant, mais en rentrant trop vite, ils prennent le risque d'avoir une contre-attaque. Alors qu'ils ont déjà pas mal roulé en tête de peloton, en tout cas les 5 qui roulent. C'était peut-être pas nécessaire de revenir si tôt dans l'étape. Et on aperçoit depuis le début de l'étape Pedersen dans les dernières positions du peloton. On le rappelle, mais il est malade. Et a priori, il ne devrait pas jouer sa carte aujourd'hui, Marion. Enfin, on ne sait jamais avec les sprinteurs. Hein. On ne sait jamais. Cela dit, il y a l'option Jasper Stuyven également chez Trek Segafredo. Pourquoi pas? Oui, il a pris le départ, donc évidemment, c'est qu'il est apte à être sur son vélo. Peut-être qu'il attend de voir dans les prochains kilomètres les sensations qu'il aura. Il a passé une mauvaise nuit avec des problèmes gastriques. Et voici Pedersen qui reste dans les dernières. Et voilà, peut-être qu'il essaiera dans le final s'il se sent un peu mieux. Voilà, service sur mesure à la carte, Marion. Il n'y a qu'à demander. Nos formidables On est bien traités. Hein. Nos formidables caméramans sur les motos vous servent dans la seconde. Mats Pedersen. Alors son équipe indique qu'il est souffrant effectivement et qu'il préfère se réserver en vue du sprint de dimanche sur les Champs-Élysées. Mais nous verrons évidemment si les sensations reviennent en cours d'étape, ça peut arriver aussi. Ouais, comme vous l'avez dit, il y a Stevens également dans cette équipe. Et dans cette équipe, il y a Quinn Simon, l'Américain qui est en tête, le Benjamin du Tour pour l'équipe Trek Segafredo, qui fait partie des 5 baroudeurs. Alors Quinn Simon, on l'a connu barbu sur ce Tour de France et depuis 3 jours. Plus de barbe. Alors je crois que Thomas Voeckler a l'explication. Pourquoi Quinn Simon n'a plus de barbe? Allez-y Thomas. Il a perdu un pari ou quoi? Ouais, parce qu'il arrêtait pas de s'échapper. Et en fait, il était repéré grâce à sa barbichette par les adversaires. Donc il s'est dit, je vais la couper, on va me laisser partir plus facilement. On va croire que c'est un autre. Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'on le voit si souvent à l'avant. C'est ça, hein. C'est tout simplement ça. Faut pas chercher plus loin. Ben ça marche. Non mais attendez, c'est dur là. Hey, vous rendez pas compte, mais là faut quand même. Ok, d'accord, c'est pas du lourd ce que j'ai envoyé. J'en ai une en stock depuis 4-5 jours. Faut que je vais réussir à la placer avant les Champs-Élysées. Mais je voudrais rendre hommage à Nicolas Jay, hein, voilà, parce que son travail n'est pas facile, Moto 2, quand il se passe rien derrière. Alors il est très doué pour raconter des histoires quand il se passe rien. Moi pour faire des blagues pourries quand on cherche des explications. Mais voilà, donc soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît, parce que voilà, bon, je plaisante hein, au propre comme au figuré. Je vais voir les directeurs sportifs, on rigole. J'ai eu droit à quelques gestes amicaux de second degré de Philippe Mauduit de la Groupama FDJ, qui a été mon directeur sportif et qui m'a adressé quelques paroles, on va dire gestuelles mais fortes, amicales, et en souvenir, et voilà, en souvenir de nos belles années de collaboration. Et puis voilà, quoi. Il y a une vie derrière le peloton malgré tout. Ça va, ça vient, les voitures de directeurs sportifs, tout le monde est détendu. Je compte le nombre de vélos sur les toits pas pour m'endormir. D'ailleurs, j'ai pas fait de sieste, hein. Pour vous dire à quel point ce tour il a été animé. Pas une. J'ai pas dormi une seule minute. Non, pas une minute où j'ai fermé les yeux sur la moto depuis le départ de Copenhague. Oh, j'y crois moyennement. Donc, c'est que ce Tour de France. Ah oui, non mais Marion, non. Mais de toute façon, c'est comme ça, c'est la vérité. C'est vrai, peut-être que j'ai eu une prise de conscience, comme quoi, voilà, sur le Tour, il fallait pas dormir. Je n'ai pas dormi une seule minute. Vu l'étape d'aujourd'hui, je vais peut-être me rattraper aujourd'hui et dormir 1h30 d'un coup, tiens. Bon Thomas, il se passe des choses sur la route du Tour, hein. Les 5 hommes de tête sont sur le point de se faire reprendre. Ça, c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé, surtout vu le casting de cette échappée. Eh bien, le peloton est là, sur les talons des 5 hommes de tête de l'échappée. Un cimetière de tracteurs. Oui, alors il faut quand même dire qu'il y a des étapes où l'action sportive est tellement forte que nous passons à côté d'Abbatial Roman sublime, mais qu'aujourd'hui nous en sommes aux cases de tracteurs, ce qui donne une idée quand même du rythme général de la course. Mais vous avouerez que c'est pas inintéressant cette casse-là. J'avais jamais vu ça, moi. Ouais, c'est super. Hein. Cette récupération de matériel agricole, en fait. Il y a des caisses détachées à récupérer là. Oui. À Florence. Ah, le Tour est à Florence. C'est un haut lieu du Tour de France, hein. Jaja, Florence. Le Tour de France s'y est souvent arrêté dans les années 70-80, Florence. Il y a notamment eu
Marion, je vais vous apprendre quelque chose sans doute. 2 départs du Tour de France de Fleurance, en 77 et en 79. Je ne le savais pas, en effet. Et en 77, un prologue gagné par Didi Thurow, l'Allemand Dietrich Thurow. Et puis en 79, encore un prologue pour ouvrir le Tour de France, gagné cette année-là par le Néerlandais de la Tiraleg, Gerrit Nettemann. Le papa de Roxane, voilà. Regardez Cycliste professionnel. la halle centrale, là, pardon, à Fleurance, magnifique endroit qui sert de mairie. Hein, c'est la mairie, de style néoclassique. Elle est 19e siècle. Alors, il faut savoir que les Fleurantins organisent chaque année un festival d'astronomie très très réputé, très important. C'est le plus important de France dans son domaine. Il réunit dans la première dizaine du mois d'août, il rassemble une bonne vingtaine de milliers de participants. Mikel Honoré qui relance cette échappée alors que le peloton était sur les talons. Oui, on a vu Nils Politt qui se relevait, qui repart un peu. Et le peloton est juste là. C'est une drôle de scène en fait, hein. Le peloton est vraiment juste là, à 20 mètres des hommes de tête, et ça relance malgré tout à l'avant. Oui, parce que c'est un moment où il peut y avoir du flottement. Hein. Le peloton se dit, bon ça y est, on a repris les échappées, ça peut lever un tout petit peu le pied, on se relâche en tête du peloton. Et c'est le bon moment pour placer un contre, voire même pour relancer pour ceux qui étaient dans l'échappée. Oui, Nils Politt, il n'y va pas. Nils Politt renonce. Ils étaient 5, on va retrouver 4 coureurs à l'avant. Ils sont tous sympas hein, même. Hein. Honoré qui relance, Quinn Simon juste derrière. Moric et Van der Horn, alors que Nils Politt lui a déjà été repris par le peloton. Et Nils Politt il s'est fait surprendre, hein. Il s'était déjà relevé, il avait coupé son effort. Et lorsque Honoré a relancé, voilà, il était trop loin finalement pour accrocher les wagons. Et la dernière fois que le Tour est venu à Fleurance, j'en termine avec l'histoire de Fleurance sur la Grande Boucle, il s'est passé un événement majeur de l'histoire du Tour. C'était en 1983 sur la route de Fleurance. C'est là que Pascal Simon était tombé avec le maillot jaune sur les épaules à la sortie des Pyrénées. Un Tour qu'il aurait dû gagner sans doute, même Pascal Simon. Et il s'est brisé l'omoplate sur la route de Florence. Et 6 jours plus tard, il avait dû abandonner le Tour avec le maillot jaune sur les épaules lors de l'étape qui menait les coureurs à l'Alpe d'Huez. Et Thomas, je crois que vous avez des choses à ajouter sur cette commune de Fleurance dans le Gers. Alors moi je dirais plutôt Florence, non pas par ici. Vous parliez de 2 départs de Tour de France, vous parliez sans doute d'étapes. Il y a des rumeurs, je dis bien des rumeurs sur Internet qui circulent comme quoi il y aurait un grand départ à Florence, mais en Italie, n'est-ce pas Alexandre? En Toscane hein, plutôt, c'est ça mon cher Thomas. Ah, je sais pas, je suis allé voir là, j'ai vu marqué Florence. Je sais pas si c'est en Toscane ou alors du lac de Côme ou je sais pas où. Mais non, mais on évoque. Ah ben alors en Toscane, c'est ça. C'est vrai, alors, en Toscane. Oh là là, les tacles décollés. Donc Florence, en Italie, c'est bien en Toscane. On est bien d'accord. On est tous d'accord. Alors... Et voilà, allez-y Alexandre, expliquez pourquoi je dis ça. Non, vous dites ça parce qu'il y a des rumeurs effectivement sur l'éventualité d'un grand départ du Tour de France en 2024 à Florence en Toscane. Il faut savoir que l'Italie est le seul pays frontalier à ne jamais avoir accueilli un grand départ du Tour. Donc c'est une éventualité, c'est pas officiel encore, hein, c'est pas confirmé, on prend des pincettes, mais Franck Ferrand se régale déjà à l'idée d'aller à Florence pour le grand départ du Tour 2024. Il est évident que le patrimoine de Fleurance dans le Gers est très intéressant, on vient de le voir, notamment avec cette belle église Saint-Laurent, là, avec son clocher octogonal, mais vous avouerez que le patrimoine de Florence, là il faudra une séance entière consacrée au patrimoine, hein, évidemment. Voire même une émission entière, rien que pour vous, Franck Ferrand. Voilà, une étape sans vélo, comme dit Jean-François Kerkerk. Bon, Andreas Kron, il fait le porteur d'eau, comme on dit. L'expression trouve tout son sens avec Andreas Kron, le Danois de l'équipe Lotto Soudal. Parce qu'il fait chaud hein, quand même aujourd'hui, en tout cas sur la ligne d'arrivée ce matin. Il faisait lourd. L'échappée est repartie, 24 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. Ils ne sont plus que 4 à l'avant. Mikel Honoré, Matej Mohoric, Taco Van der Horn et Quinn Simmons. On va marquer une pause, mais avant cela, vous jouez bien sûr à notre jeu de la combativité. Il y a 30 000 € à gagner à l'occasion du dernier tirage au sort. Ce sera dimanche sur les Champs-Élysées
Et pour faire partie du tirage au sort, vous répondez correctement à la question du jour. Quel Français a pris hier la 4e place du classement général à Nairo Quintana? Réponse 1, David Gaudu. Réponse 2, Romain Bardet. Pour jouer, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 73003 ou sinon vous appelez vite le 34 35. On ne peut pas donner d'indice, mais on peut juste vous dire que David Gaudu sera l'invité de Céline Rousseau sur le plateau de Vélo Club ce soir, juste après l'arrivée de l'étape ici à Cahors. On marque une pause et on revient tout de suite en direct sur les très belles routes du Gers. Un Cyril Barth qui contre-attaque. Oui, le peloton s'est rapproché, on n'est plus très loin des échappées, on a failli même les reprendre. Ça donne des idées et de l'envie à certaines formations qui n'ont pas intégré le groupe depuis le départ de relancer la course. C'est ce que fait Cyril Barth ici sur ce relief. Alors que Bettiol, lui, c'est Bettiol ou Rutsch? C'est Jonas. C'est Rutsch. Rutsch. C'est Jonas Rutsch. Qui se fait dépanner roue arrière. Il relaxe. Ouais, pas le choix. Hein. Cyril Barth, donc le Béarnais de BNB Hotel KTM, qui s'est extrait du peloton pour tenter de revenir sur les 4 hommes de tête. C'est surtout qu'on est dans un moment plutôt relax hein, là, au sein du peloton. C'est le ravito. C'est un endroit en tout cas où certaines équipes ravitaillent. Allez, il va revenir à fond. Et il profite de ce léger relief. Il y en a beaucoup hein, dans le Gers. On a eu de longues lignes droites, c'était tout plat, mais quand on part sur le côté, ça monte, ça descend. Ah, ils vont l'attendre, ils ont intérêt à l'attendre d'ailleurs. Ça fait un bonhomme de plus. Ça donnera que plus de temps de récupération et de possibilités à s'être échappé, de faire davantage de kilomètres en tête. Cyril Barth qui va remplacer Nils Politt d'un point de vue numérique dans l'échappée. Cyril Barth qui avait été le premier attaquant de ce Tour de France avec Magnus Cort Nielsen et Pierre Roland. C'était sur la route de Nyborg lors de la première étape en ligne au Danemark. C'est fou quand on pense au Danemark, on a l'impression que c'était il y a 3 mois. C'est dingue, hein. La temporalité du Tour de France, hein, Franck, elle est assez incroyable. Il s'est passé tellement de choses. Oui. Et en même temps, on se dit que c'est bientôt la fin. La fin d'une course, mais le début d'une autre. Et voilà. Ma chère Marion. Et oui, une 4e semaine cette année, une 4e semaine de Tour de France. On vous donne rendez-vous dès dimanche pour la première édition du Tour de France Femmes. Le renouveau du Tour de France Femmes. Renouveau. Avec la première étape donc, qui se courra en circuit sur les Champs-Élysées. Le même parcours que celui des hommes qu'ils emprunteront juste après l'arrivée des filles. Attention Cyril Barth, la position. Attention. Et regardez le parcours du Tour de France Femmes. On va faire un peu de promo, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Marion. Parlez-nous un peu de ce parcours du Tour de France Femmes qui partira donc des Champs-Élysées. Ouais, nous partirons devant la Tour Eiffel. Ça sera le même parcours, je l'ai dit, hein, que celui des hommes avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Nous arriverons dès le lendemain à Provins pour une arrivée au sprint sur un faux plat montant. Nous partirons le lendemain de Reims pour arriver à Épernay, une étape qu'on connaît puisque ce sera le même final que lors de 2019 lorsque Julien Alaphilippe s'était imposé. Nous aurons les chemins blancs à Bar-sur-Aube, 4 secteurs de chemins blancs pour pratiquement 12 km. Étape inédite, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, l'arrivée à Saint-Dié-des-Vosges, avec un final le samedi et le dimanche où on intégrera et on ira chercher la haute montagne avec une arrivée à Rochheim. Et nous terminerons par la super planche des belles filles. Une semaine copieuse pour le Tour de France Femmes. Magnifique, Marion. Christian Prudhomme n'a qu'à bien se tenir. Hein. Là, dans la description de ce parcours du Tour de France Femmes. Ah, nous irons cap à l'Est pour cette première édition. Avec cette dernière étape où on l'a dit, on arrivera à la super planche des belles filles. Super planche des belles filles qu'on connaît bien puisque cette année nous y sommes allés également avec les hommes. Au sommet donc de ce ballon de Servance, dans les Vosges de Haute-Saône, on retrouvera donc la super planche des belles filles pour la grande arrivée du Tour de France Femmes. Ce sera le 31 juillet prochain, 8 jours de course au total.
Et un parcours très varié, on l'a vu, avec des étapes plates, des arrivées pour puncheuses, des chemins blancs en Champagne, la côte de Mutigny dans le final vers Épernay, et puis 2 étapes de montagne dans les Vosges pour terminer. Exactement, on voulait vraiment mettre à l'honneur des profils de coureuses différentes, des attaquantes, des baroudeuses, des puncheuses, des grimpeuses évidemment, mais des sprinteuses. Et le dernier week-end sera très très dur. Et pour ceux qui gardaient néanmoins un œil sur la partie droite de l'écran, vous avez pu voir le survol d'une très belle bastide, cette bastide de Lectoure, qui est le village des Brocs. Vous savez qu'il y a énormément d'antiquaires et de brocanteurs à Lectoure. C'est un endroit agréable. Nous avons vu tout à l'heure la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais. Et là, vous avez sous les yeux ce qu'il reste du monastère Saint-Génie, qui aujourd'hui, et depuis l'an 2000, relève de l'église orthodoxe de Serbie. Jolie façade, hein, avec ces deux tourelles. Et revoici la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais de cette bastide de Lectoure qui m'a bien l'air d'être une bastide anglaise. Comment est-ce qu'on distingue une bastide anglaise d'une bastide française ? Eh bien, les bastides françaises sont à plan orthogonal avec des angles droits, hein, ça fait comme un quadrillage, alors que les bastides anglaises, elles s'enroulent comme un escargot autour du promontoire. Et Cyril Barth, on ne l'a pas attendu devant. Il vient d'être repris par le peloton alors qu'il était revenu à moins de 10 secondes. Il était revenu à 5 secondes. C'est-à-dire à 50 mètres, 100 mètres à peine, même pas. Et ils l'ont regardé, hein. Ils ont regardé derrière, mais ils n'ont pas eu envie de l'attendre. Ils auraient pu l'attendre quand même. Ils auraient pu. Ils auraient même dû, je pense. Un de plus, c'était que mieux. Tant pis pour eux. Et dommage pour Cyril Barth, évidemment. C'est cruel. C'est cruel. Hein. Il fait l'effort pour boucher le trou, revenir sur les 4 hommes de tête. Et là, il n'y a pas eu de mansuétude de la part des échappés, vraiment. Ça roule fort. Alors lui, pour sortir du peloton, il se met évidemment dans le rouge. Hein, pour revenir et boucher 25 secondes à cette allure-là, à cette moyenne supérieure à 50 km/h, il faut faire un sprint. Et quand tu es dans le rouge, il faut que ça s'arrête vite. S'il avait un chouïa levé le pied, il aurait pu intégrer le groupe. Mais comme ils ne l'ont pas fait, et on le constate ici, le terrain n'est pas tout plat, ça monte et ça descend. Bien, il a perdu un tout petit peu de vitesse, quelques secondes, et derrière, tu as compris que tu rentrerais pas. Et donc, retour dans le peloton pour Cyril Barth. Petite revue d'effectifs. Est-ce que tous les leaders du classement général sont bien présents dans ce peloton? Pour l'instant, oui. En ce qui concerne le maillot jaune, Tadej Pogačar est là également. Deuxième à plus de 3 minutes maintenant, Tadej Pogačar. Tout va bien pour Geraint Thomas qui a sans doute assuré définitivement hier sa 3e marche sur le podium. David Gaudu qui sera sur le plateau de Vélo Club ce soir, je le rappelle, aux côtés de Céline Rousseau qui lui a gagné une place hier, 4e désormais. Puis le 5e, c'est Nairo Quintana. Et Quintana qui a pris 10 secondes de pénalité hier. Oui, pour le rétro-poussette. Oui, un appui sur la moto fraîcheur, c'est ça? Une rétro-poussette. Voilà. C'est quoi une rétro-poussette? C'est quand on se pousse sur le rétro. Il s'est accroché, pardon Franck. Non, mais c'est que juste à l'entrée, on voyait un champ comme une espèce, un champ entièrement strié. C'est une culture assez particulière. Ce sont des eaux qui sont là, figurez-vous. De l'ail, si vous préférez. Car nous entrons à Saint-Clar, qui est la capitale de l'ail gersois. C'est très sain l'ail. Vous savez que dans le Béarn, on avait l'habitude de baptiser les enfants avec une gousse d'ail. Je me demande si l'on pratique cette tradition ici. Cette jolie bastide de Saint-Clar qui, alors là vous voyez bien le plan qu'elle présente, ce plan tout arrondi. Nous sommes donc dans une bastide anglaise, n'est-ce pas? Avec une église un peu particulière là. Cette église Saint-Clair qui est orientée à l'opposé des églises habituelles. Normalement, vous entrez à l'ouest et le chevet est à l'est, regardant du côté de Jérusalem. Eh bien non, ici c'est exactement le contraire. On vient de voir un champ d'eau au fond. Un champ d'ail, si on peut dire. On a aperçu Nairo Quintana au cœur du peloton, 5e du classement général. On va s'intéresser à l'équipe Arkea Samsic parce que regardez, ce matin, lors de la présentation des équipes à Castelnau-Maugnac, eh bien l'équipe Arkea Samsic
et s'est présenté sur le podium avec la tenue que porteront les femmes au départ du Tour de France Femmes dimanche sur les Champs-Élysées. Petit clin d'œil. Beau clin d'œil, c'est vrai, de la formation Arkea. À noter que la formation IF Education Easy Post a créé un maillot spécial sur ce Tour de France, en hommage également à cette première édition du Tour de France Femmes. Les femmes auront également ce même maillot. Sympa le clin d'œil des coureurs d'Arkea Samsic envers leurs homologues, envers les femmes qui prendront le départ également, donc sous ces couleurs rouges, le départ du Tour de France Femmes dimanche sur les Champs-Élysées. On va écouter Maxime Bouet, qui est toujours en course bien sûr pour l'équipe Arkea Samsic et qui nous parle justement de ce passage de témoin en quelque sorte entre les hommes et les femmes chez Arkea. Maxime Bouet, parlez-nous de ce beau maillot que vous portez aujourd'hui. C'est un maillot pour faire un peu la transition avec notre équipe féminine Arkea Pro Cycling. Elles vont démarrer le Tour de France dimanche. Voilà, c'est pour faire un peu le trait d'union avec elles. La marinière aussi pour le territoire breton. Et c'est aussi un maillot, la marinière, qui se porte aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà, on leur souhaite aussi bonne chance. Vous avez un message à leur faire passer à ces filles qui démarreront dimanche, on le rappelle? Tour de France, c'est difficile, c'est long, il faut toujours y croire. Il peut y avoir des jours avec, des jours sans, mais il ne faut jamais baisser les bras. Merci beaucoup Maxime. Merci. Voilà, un grand merci à Maxime Bouet pour ce clin d'œil donc. Et puisqu'on parle des femmes et du Tour de France femmes, on peut aussi féliciter ces filles qui font le Tour de France masculin avec un jour d'avance. Elles ont des ailes. Les ailes au vélo. Exactement. Il faut le faire, hein. Elles ont fait toutes les étapes, un jour avant les coureurs, avant les hommes. Geschke qui a toujours ce maillot à pois sur les épaules, mais tout simplement parce que Vingegaard évidemment porte le maillot jaune et que c'est le deuxième de ce classement qui a le droit de le porter. Très déçu à l'arrivée, Simon Geschke. Et j'allais dire, oui, il était extrêmement déçu, en pleurs même une fois la ligne franchie. Effondré. Il doit avoir une boule au ventre parce que c'est sûr, on s'en est rendu compte, lui aussi le sait, c'était pas le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Il n'y a pas de honte à le perdre. Vingegaard était bien plus fort que lui en montagne, bien sûr, mais voilà, tel qu'était fait la cotation et l'attribution des points au sommet des différentes difficultés, il avait les moyens de le remporter ce classement. Il avait fait le nécessaire. Il a manqué un peu de réussite, parfois de vigilance, mais on se souvient lorsqu'il a un problème mécanique à 2 pas du sommet de la Hourquette dans 6 ans, et il loupe les points alors qu'il était dans l'échappée quand même. Ouais, il est à 8 points. Et à 8 points de Vingegaard au classement du meilleur grimpeur, et il n'a pas le loisir de pouvoir se battre pour le récupérer, puisqu'aujourd'hui 2 points seulement sont distribués et il y aura un point lors de la dernière étape. Donc voilà, c'est perdu pour Geschke, qui a rêvé certainement, et puis qui hier a vécu l'effondrement. Oh, ça sent bon, le château. ça sent bon. Hein. C'est le château de Gramont dont nous sommes en train de nous approcher. Un château qui a une base 13e, même s'il a été largement remanié au 14 et 15e siècle. D'ailleurs, la tour, la plus ancienne tour, là, elle s'appelle la tour Simon de Montfort, parce que ça fait partie de ces fiefs, de ces domaines qui ont été offerts par Simon de Montfort à ses barons en remerciement de leur participation à la croisade contre les Albigeois. Il présente une particularité, ce château de Gramont, c'est qu'il appartient au Centre des Monuments Nationaux, le CMN, qui est partenaire du Tour de France, bien sûr, comme chaque année, et qui veille sur les grands et moins grands monuments de notre pays. Nous avons déjà eu l'occasion de croiser des chefs-d'œuvre gérés, entretenus, mis en valeur par le CMN. Rappelez-vous, quand nous sommes sortis de Lille, la villa Cavrois, à Croix, c'était cette superbe villa de Malestévins et dans l'escarcelle, si je puis dire, du CMN, et puis bien sûr la cité de Carcassonne. Demain, nous aurons encore l'occasion de croiser le château de Montal et celui de Castelnau-Bretenoux pour cette dernière étape contre la montre, enfin avant-dernière étape du Tour 2022. Et c'est donc l'occasion de saluer le travail incroyable qui est accompli partout par le Centre des Monuments Nationaux.
Les premiers reliefs dans cette étape, c'était très plat depuis le départ de Castelnau-Magnoac. On a quand même quelques reliefs dans le nord du département du Gers, juste avant de retrouver le Tarn-et-Garonne. Eh oui, nous allons entrer dans le Tarn-et-Garonne. Dans 4 km. Le chef-lieu est Montauban. Et la sous-préfecture Castel-Sarrazin. C'est comme ça qu'on dit, non? Oui, Montauban. 2 minutes d'arrêt, tout le monde descend. Voilà. Mais on ne passe pas à Montauban. Entre parenthèses, il ne faudrait pas rendre au Gers un mauvais service en prétendant que ce soit plat. Hein. Notre route était assez plate. Oui, bien sûr. Vous avez vu qu'il y a de très beaux reliefs, c'est vallonné. Au contraire, on parle de la Gascogne bossue. Hein. C'est très beau le Gers. C'est le pays de l'Armagnac, bien entendu. Alors, je ne sais pas trop quand vous parlez de l'Armagnac. Il y en a un peu partout ici, bien sûr. Cet alcool qui est fabriqué à partir de la distillation de vins blancs secs. Et ensuite, on les met à vieillir, vous savez, dans des barriques en chêne. Ce qui fait qu'on peut consommer de très très vieux Armagnac. C'est une merveille absolue. On produit cet alcool depuis le Moyen-Âge, mais c'est surtout depuis le XVIIe et surtout au XIXe qu'on s'est mis à en faire une très importante production. Quelques 6 millions de bouteilles de 70 centilitres sont actuellement produites chaque année dans tout ce grand domaine de l'Armagnac. À consommer, bien sûr, avec modération. Franck, dites-moi, vous sortez des Pyrénées avec une fraîcheur remarquable, je trouve, aujourd'hui. Oui, mais c'est surtout un festival. C'est surtout que j'ai le temps de vous parler aujourd'hui, tranquillement. Qu'est-ce qu'ils font, nos coureurs, dites-moi? Ils roulent fort, hein. On est à plus de 50 km/h. Ah oui, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Ils sautent de village en village, d'église en église. C'est l'étape de Franck aujourd'hui. 1 minute d'avance pour les 4 hommes de tête. L'écart est reparti à la hausse. On reverra cette image incroyable ce soir dans Vélo Club, mais au moment où Mickaël Honoré relance l'échappée, alors que le peloton est revenu à 20 mètres des hommes de tête. Le peloton s'est trompé dans sa façon de gérer l'écart. Il est revenu trop vite. Je pense qu'il s'est exposé à ce moment-là, alors qu'on arrivait sur, on le voit ici, des terrains beaucoup plus accidentés. Ça aurait été compliqué de contrôler une échappée et des mouvements de course à cet endroit, avec des hommes frais qui avaient jusque-là roulé dans le peloton. Trop d'envie dans le peloton, trop d'envie d'arriver au sprint. Trop de peur de ne pas arriver à rejoindre les échappées. Du coup, on les a serrés de trop près et on est revenu trop vite. Caleb Ewan en queue de peloton. C'est la lanterne rouge du Tour, Caleb Ewan. Dernier du classement général. Alors vous savez, jadis, la lanterne rouge du Tour était valorisée par les médias, par le public, par les sponsors également. Et bien cette année, il y a un sponsor qui remettra un prix spécial à la lanterne rouge sur les Champs-Élysées. C'est dur pour Mats Pedersen. Pas une bonne journée effectivement pour le Danois de l'équipe Trek Segafredo. Il est malade depuis hier soir. On est à 7 ou 8 minutes d'avance sur Van Rensburg, Caleb Ewan. Ah, pour la lanterne rouge. Enfin, en gros, il a 7 minutes ou 8 minutes de retard. Mais oui, voilà. Pour gagner le prix du dernier. Et oui, il va rester dernier en principe, évidemment. Ça ne le dérange pas, je pense, Caleb Ewan d'être dernier. C'est vrai qu'on regarde souvent qui est dernier et à combien de temps du premier. On ne regarde pas forcément l'avant-dernier. Il y a une période, une certaine époque, c'était valorisé d'être lanterne rouge. À l'époque où il y avait beaucoup de critériums, les coureurs arrivaient à monnayer leur participation au critérium d'après-tour parce qu'ils avaient été lanterne rouge du Tour. On voulait que le dernier participe. Donc Caleb Ewan est lanterne rouge pour l'instant, avec 5 heures et 33 minutes de retard sur Vingor. Et ce n'est pas parce que nous sommes passés dans le Tarn-et-Garonne qu'on ne cultive plus d'ail, évidemment. Il y a quelque chose d'apaisant à voir ce serpent multicolore sinué comme ça sur les reliefs harmonieux de cette belle région. Regardez là-bas tout au fond. Oui.
Ah pardon, je regardais devant moi, sur le côté gauche. Et regardez les deux chevaux, Jaja. Les deux dèches. Ah non, mais chacun ses centres d'intérêt. On peut y aller jusqu'au château de Dèche, c'est pas loin. Hein. Il est intéressant ce château Marsac parce qu'il a fait partie des grandes demeures Montesquieu. Vous savez, je n'avais pas encore eu l'occasion, bien que parlant beaucoup aujourd'hui, je le reconnais, je n'avais pas encore eu l'occasion de citer cette famille des comtes de Fezensac, la grande famille régionale des Montesquieu. La tour carrée là que vous avez sous les yeux reste d'un ancien donjon du XIIe siècle et est la plus ancienne de l'ensemble du Tarn-et-Garonne. Tout ça joliment remanié à l'époque classique avec cette belle terrasse à balustres. Les doubles croisées à meneaux, enfin tout ça, une allure folle. Sympa ce plan avec la caméra moto qui s'arrête sur le bord de la route pour voir passer les coureurs. C'était la moto numéro 5 pour être précis. La moto numéro 5 avec Rico et Joseph, si je ne m'abuse. Je lis ça sur notre mosaïque. Éric Guilloux et Joseph Dos Santos pour citer leur état civil complet. On ne salue pas suffisamment le travail des pilotes et des cadreurs de moto hein, qui jouent un rôle absolument essentiel dans les images que vous pouvez voir pendant l'ensemble de ce Tour de France. Il y a des ruches là-bas, hein, si je ne m'abuse. Oui. Les hommes de tête vont bientôt entrer dans les 100 derniers kilomètres de cette étape. On s'approche de la mi-course. La situation est parfaitement sous contrôle pour le peloton. Avec 1 minute de retard sur les 4 hommes de tête, Mikel Honoré, Matej Mohoric, Taco van der Hoorn, Quinn Simmons. On va retrouver Thomas justement à l'arrière avec le peloton. Oui, où il ne se passe pas grand-chose, mais une information capitale, messieurs, dames, vous qui nous écoutez. Si nous sommes sur France 3, si vous voulez continuer à écouter la douce voix de Marion Rousse, les expertises pertinentes de Laurent Jalabert, le verbe de Franck Ferrand et l'enflammage d'Alexandre Pasteur, les sottises de Nicolas G et les miennes, on se retrouve tout de suite sur France 2, messieurs, dames.